Vostra. Au début, il y a des journalistes qui étaient réticents à ce processus parce que accepter de se faire noter, c'est un peu déplaisant. On n'aime pas ça. Et je trouve que cette réticence, elle diminue et je trouve ça très positif parce que d'abord, on explique aux journalistes qu'on n'est pas leurs ennemis. Moi, je suis journaliste comme eux. Mon objectif, c'est aider à ce que l'écosystème informationnel soit plus sain et à ce que les gens aient plus confiance dans les médias. Et donc, je pense que accepter ce genre d'initiative, et il faudrait qu'il y en ait d'autres qui rétablissent la confiance dans les médias, c'est important aujourd'hui. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. Je reçois aujourd'hui Chine Labbé, Managing Editor et VP Partenariat Europe et Canada de la startup NewsGuard. Chine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler de NewsGuard. Alors avant qu'on explique ce qu'est NewsGuard, rapidement, toi tu as une formation de journaliste, double cursus Sciences Po et Columbia, et tu as travaillé dans quelques médias, notamment anglo-saxons, The Economist quand tu étais, je crois que tu étais à New York, ouais. Puis pour l'agence Reuters en France, et j'ai cru voir aussi que tu avais travaillé un peu pour France Culture. Exactement. Top. Donc voilà, donc journaliste de formation, je le dis. Et depuis 2019, tu as rejoint, je le disais, c'est une start-up, NewsGuard. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est NewsGuard en 30 secondes, une espèce de pitch elevator pour ceux qui ne connaîtraient pas? Pitch Elevator. Alors, NewsGuard, c'est une société qui emploie des journalistes pour analyser la fiabilité des sites d'information et d'actualité en fonction de critères journalistiques, apolitiques, qui renvoient à la crédibilité et à la transparence, avec un objectif, aider les internautes quand ils naviguent en ligne à distinguer les sites responsables des autres, mais aussi tout un éventail d'autres acteurs à mieux combattre et à mieux comprendre la mésinformation et la désinformation, que ce soit des plateformes, des géants de la tech, des agences gouvernementales, des marques, des agences de pub ou encore des chercheurs. D'accord. Bon, écoute, ça c'est très clair. Donc, vous prétendez entre autres, combattre la diffusion de fake news et de mésinformation, puisqu'en fait vous êtes vraiment sur un peu la sémantique est importante. Hein. Parfois on confond désinformation, mésinformation ou malinformation en français. Par quoi passent ces comportements de diffusion de fake news? Par quoi passent ces comportements? C'est-à-dire comment on distingue les trois termes, c'est ça que tu... Ouais, exactement, pour savoir si c'est de la désinformation, de la mésinformation, et même si c'est différent de malinformation. Ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que le terme de fake news, moi, personnellement, je ne l'aime pas trop et je ne l'utilise quasiment pas. Pourquoi? Parce que, d'ailleurs, je t'ai tutoyé, je sais pas si on peut se tutoyer. Si, c'est ce qu'on fait. Je crois que je t'ai aussi tutoyé. Bon, bah, très bien. Pas de souci. C'est un terme extrêmement dévoyé, comme tu le sais, qui est devenu vraiment politique, enfin chargé politiquement, qui est parfois employé pour décrire en fait des choses qui vont à l'encontre de la vision du monde d'une personne, mais qui sont pas forcément fausses. Donc ça, c'est un premier terme que moi personnellement je n'aime pas et je n'utilise pas. Donc on a plusieurs autres termes, et en fait, la différence entre ces termes, c'est effectivement l'intention ou le défaut d'intention qu'il y a derrière les fausses informations. Donc la désinformation, c'est la diffusion volontaire de fausses informations. Ça peut être à des fins très différentes. Ça peut être des fins idéologiques, des fins commerciales. Si une personne va aller diffuser de fausses informations en disant que la vitamine C guérit le Covid, parce qu'en fait, cette personne va vendre de la vitamine C sur son site, par exemple. Mais ça peut être aussi idéologique. Il y a la mésinformation. Et là, c'est
la diffusion de fausses informations, mais sans une intention de nuire, mais plutôt due à un manque de rigueur et à une erreur qui peut être tout à fait Oui, manque sincère. d'éducation. Ouais, ça peut être très sincère, mais Voilà. en fait, Ça, c'est on sait pas. beaucoup C'est le côté arrivé. intentionnel. Exactement. C'est beaucoup arrivé pendant la pandémie de Covid-19, par exemple, où on a eu beaucoup de mésinformations qui étaient dues au fait que beaucoup de gens se mettaient à écrire sur des études scientifiques sans avoir nécessairement les capacités de comprendre la méthodologie d'une étude scientifique. Et donc, il y a Le fameux effet Dunning-Kruger. Exactement. Et puis après, il y a la propagande dont tu parlais pas, mais qui est aussi importante. C'est aussi un des problèmes auxquels nous on s'attelle chez NewsGuard. La propagande, pour le coup, c'est la diffusion à des fins politiques, géopolitiques, de récits qui peuvent être faux ou vrais d'ailleurs, ou un mélange des deux, mais qui servent un intérêt précis et qui donc n'ont pas pour objectif d'informer la population, mais qui ont vraiment pour objectif de remplir des intérêts géopolitiques. Et là, on peut penser par exemple à ce que fait le Kremlin en ce moment avec la guerre en Ukraine. Clairement. Donc, c'était important, je pense, de poser un peu cette base sémantique parce qu'elle elle est hyper importante, effectivement. Comme tu l'as dit, sur les fake news, c'est devenu très politique et on en parlera après. Je continue sur la carte d'identité de NewsGuard. Vous faites du B2C, tu l'as dit, hein, ça vous permettez aux internautes notamment par la mise à disposition d'un plugin et des classements de médias de s'informer. Vous faites aussi du B2B. En deux mots, c'est quoi le modèle économique et qu'est-ce que vous proposez comme accompagnement? Ouais, alors effectivement, la partie B2C, business to consumer, c'est le premier produit qu'on a créé. C'est une extension de navigateur. Donc, tu le disais, c'est un plugin qui permet en fait d'avoir un supplément d'informations quand on navigue en ligne sur les sources qu'on va lire et sur leur fiabilité, et d'être alerté évidemment sur les sources qui sont connues pour avoir fréquemment diffusé de fausses informations. Et puis et donc ça, ce plugin, il est disponible via un abonnement, un peu comme on s'abonnerait à un journal. On peut s'abonner à notre extension de navigateur pour lire avec plus d'informations les informations en ligne. Donc ça, c'est une première partie de notre business model. Et puis après, il y a le côté B2B, business to business, qu'on a construit en fait depuis en nourrissant cette extension de navigateur. Petit à petit, on a construit en fait 2 bases de données pour lesquelles on vend des licences d'accès à différents types d'entreprises. Donc la première base de données, c'est la base de données d'évaluation des sites d'information. Donc on est dans 7 pays aujourd'hui. Donc c'est les analyses des principaux sites d'information et d'actualité dans ces 7 pays. On a 8500 analyses à ce jour, avec à chaque fois le score sur 100, les données pour savoir sur quels critères le site passe ou échoue, et puis une analyse détaillée qu'on appelle une étiquette nutritionnelle, qui est en fait une fiche ultra détaillée sur la fiabilité, l'histoire, les propriétaires, l'actionnariat, etc. On reviendra effectivement là sur cette méthodologie. Ouais. Et donc pour simplifier ce modèle, ce modèle-là, donc vous vendez ça à qui? À des annonceurs qui, dans des objectifs un peu de brand safety, veulent savoir où diffuser. Ouais, alors ça, c'est une partie de notre modèle économique. On travaille effectivement avec des marques en direct ou avec des agences de publicité ou avec d'autres entreprises de l'adtech pour les aider d'une part à ne pas diffuser leur publicité sur des sites de mésinformation ou d'infox, et d'autre part à aller viser justement des sites fiables pour aller soutenir le journalisme de qualité. Mais on travaille aussi avec plein d'autres acteurs. On travaille parmi nos clients, on a des chercheurs, on a des agences gouvernementales, on a toutes sortes d'acteurs qui peuvent être intéressés par consulter cette base de données pour essayer de mieux comprendre qui sont les émetteurs de certaines informations. Et puis notre travail avec ces partenaires, il se limite pas à leur donner accès à notre base de données, on leur fournit aussi des briefings réguliers sur les tendances de la mésinformation, on fait des webinaires, etc. Et juste, il y a une deuxième base de données qu'on a créée, qui est un peu moins connue, mais qu'on a créée en fait en nourrissant notre première base de données, parce que quand on fait les analyses des sites, forcément, on va mettre à jour ces analyses en permanence. Donc, en fait, on suit de très près les sites d'Infox, et ça nous a permis d'avoir une vision très à proximité de les nouveaux récits faux au fur et à mesure qu'ils émergent en ligne. Donc, on a créé une deuxième base de données qui est en fait un catalogue des principaux mythes, des principaux faux récits qui circulent en ligne. Ça va de la guerre en Oxbuster, de l'Infox, mais un peu travaillé, détaillé, avec
l'explication d'où ça vient et comment elle se propage. Voilà, exactement. Le mythe, enfin la fausse allégation, quelle est-elle, le debunk, donc on va démêler le vrai du faux, Ouais. des hashtags associés, etc. Et ça, c'est une base de données qui a vocation à être utilisée soit par des êtres humains, par des modérateurs de contenu, par exemple, soit par de l'intelligence artificielle pour aller, par exemple, chercher toutes les occurrences d'un mythe sur Internet. D'accord, on reparlera justement un peu d'intelligence artificielle, forcément, puisque vous êtes aussi, vous avez publié notamment dans votre newsletter, à laquelle j'invite tout le monde à s'abonner. Vous en avez parlé de ChatGPT, donc j'ai une petite partie là-dessus. Sur toujours de la carte d'identité, pour bien comprendre NewsGuard, je l'ai dit, c'est une start-up créée, tu l'as dit, en 2017 2018. 2018, pardon. Vous êtes combien est-ce que vous êtes rentable? Est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur l'actionnariat? Puisqu'évidemment, quand on parle de lutte contre les infox, la désinformation, tu l'as dit, c'est un sujet éminemment politique. Est-ce que là-dessus, vous communiquez en transparence? Oui, alors on est, juste pour répondre à ta première question, on est une 50aine aujourd'hui. D'accord. C'est sur l'ensemble de nos 7 pays, donc on est présent aux États-Unis, Canada, Royaume-Uni, France, Italie, Allemagne et Autriche. Et on va très prochainement se lancer aussi en Nouvelle-Zélande et en Australie. Et on espère ne pas s'arrêter là. Et du coup, sur l'actionnariat, tout est indiqué. En fait, sur notre site, on est hyper transparent là-dessus. On a été effectivement au début financé par des investisseurs dont la liste par ordre d'importance de ce qu'ils ont contribué est disponible sur notre site. Mais aujourd'hui, on fonctionne en vendant des licences d'accès à nos données. Donc, on a des clients de manière très simple, et on est effectivement, ça nous a permis d'atteindre l'équilibre. D'accord, vous êtes rentable aujourd'hui. Ouais. Sur alors pardon, ton rôle, toi, avant qu'on passe vraiment sur le cœur du sujet, méthodologie, etc. Je l'ai dit, donc managing editor, donc tu es rédactrice en chef pour Europe et Canada, et VP partenariat, ça consiste en quoi? Ouais, donc en fait, j'ai effectivement 2 casquettes. J'ai d'abord la casquette éditoriale, rédactrice en chef, et la casquette partenariat qui est plutôt donc du développement commercial. Ce que ça veut dire, c'est que je gère à la fois donc l'éditorial et les partenariats dans ces 2 géographies, donc Europe et Canada. Ça veut dire que c'est moi qui va gérer l'écriture des étiquettes nutritionnelles avec mon équipe, donc les relire, les éditer et les évaluer de tous les sites, aussi des rapports, comme tu parlais de notre newsletter. On a une newsletter, on fait aussi des rapports assez fréquents sur des sujets quand il y a des tendances de la désinformation importantes. Et puis, ça veut dire que je gère aussi notre développement dans ces différents pays. Donc, ça veut dire aller discuter avec des personnes qui sont intéressées, avec des groupes qui peuvent être intéressés par utiliser nos données. Il y a aussi un aspect philanthropique puisqu'on donne accès gratuitement à notre extension de navigateur aux bibliothèques publiques dans les pays où on est, donc c'est aussi moi qui vais gérer ça. Et puis c'est par exemple des aspects un peu plutôt d'affaires publiques, si tu veux. Notamment, on est signataire du code de bonne pratique contre la désinformation au niveau de la Commission européenne. Donc moi, je vais avec une collègue, on est responsable de ce projet-là. Donc je vais assister à des réunions, aider à rédiger les rapports, ce genre de choses. Donc c'est assez varié comme poste, et je fais à la fois de l'éditorial qui est quand même effectivement, tu le disais, mon cœur de métier et ce à quoi j'ai été formée, mais aussi du développement. Top. Alors, petite question que pourquoi avoir fait le choix de faire payer l'extension Chrome? Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un modèle vraiment pur B2B et se dire, plus nous on est utilisé largement et lutter contre... Parce que là, vous mettez quand même une espèce de barrière un peu à l'entrée. Vous vous êtes posé la question, j'imagine, ça a été mûrement réfléchi. Oui, alors dans le pied évidemment, mais c'est mettre quand même une barrière assez haute quand on voit que les gens ont du mal déjà à s'abonner à plus d'un média.
Oui, alors, on l'a rendue, gratuite par moment, cette extension de navigateur. Ouais. Notamment pendant la pandémie de Covid-19, on l'a mis en accès libre, parce qu'on pensait que c'était important que tout le monde puisse y avoir accès. En revanche, au contraire, je pense que c'est important pour nous qu'il y ait quand même un abonnement, parce que pour justifier qu'on fasse payer des licences d'accès par ailleurs à d'autres partenaires. Mais pour tes auditeurs qui pourraient être intéressés, il faut savoir que Edge, qui est le navigateur de Microsoft, sur Edge, l'extension de navigateur est gratuite. Pourquoi ? Parce que Microsoft. Voilà, Microsoft est un de nos partenaires depuis longtemps, et Microsoft a estimé que c'était une plus-value pour eux, important pour eux, de donner accès gratuitement à leurs utilisateurs à cette extension de navigateur. Donc du coup, ils nous payent pour donner gratuitement accès à leurs utilisateurs. Donc voilà, ça, nous, on est ravis que des gens utilisent Edge et puissent avoir accès gratuitement. Bon, Microsoft avec ChatGPT dans Bing et NewsGuard dans Edge, ils ont le vent en poupe, quoi. J'en parlais sur la méthodologie, puisque c'est vraiment un peu le cœur de NewsGuard, une de vos spécialités. Donc, c'est de vérifier les news, les sites de news et la véracité de ces actus. C'est fait par des humains, faut le dire, absolument. Pas par des algos. Parce qu'on en avait parlé sur Mediarama dans une pastille actu. En fait, on avait relevé le fait que Facebook a décidé de remplacer ses équipes dédiées au fact-checking par des IA, des algorithmes. Tu penses que c'est une de vos spécificités, il faut le garder? Comment est-ce que vous positionnez là-dessus? C'est effectivement central, et c'est vraiment une de nos raisons d'être, d'avoir mis l'humain au cœur de ce processus. Nous, on est une équipe de journalistes, on est tous journalistes de formation, et effectivement, comme tu le disais, on n'utilise pas d'algorithme. Le seul moment où on va se servir d'un algorithme qui est pas chez nous en interne, qui en fait on est client de Newswhip, qui est une autre société qui mesure l'engagement sur les réseaux sociaux. L'engagement sur les réseaux, oui. Et on se sert de leurs données pour aller voir quel site suscite beaucoup d'engagement tout à coup, et donc peut-être pour voir des sites qu'il va falloir ajouter à notre base de données, qui peut-être ne généraient pas beaucoup d'engagement jusque-là et tout d'un coup émergent. Donc on se sert d'eux pour ça, pour repérer les sites qu'il va falloir analyser. Mais effectivement, moi j'en suis convaincue, l'œil humain pour l'analyse des sites, il restera essentiel. Il le sera autant demain qu'aujourd'hui, si ce n'est plus. Je vais te donner juste un exemple qui à mon avis est assez frappant. Un site qui s'appelle Observateur Continental, qui est un site qui traite d'affaires militaires, de géopolitique, etc., qui ne dit rien sur à qui il appartient, donne aucune information. Et en fait, une analyse du site montre qu'il a répertorié comme responsable technique une société russe basée à Moscou qui s'appelle Inforos. Et Inforos se décrit comme une agence de presse, mais en fait, comme l'a révélé le Washington Post, c'est une organisation de façade d'une unité militaire des services secrets russes. Ça, pour le savoir, évidemment, après, une fois qu'on le sait, ça colore toute la couverture de ce site, tout ce qui est écrit sur ce site. Mais pour le savoir, il faut une enquête journalistique. Un algorithme va pas pouvoir repérer ça. Et je pense que la propagande d'État, c'est un très bon exemple d'un angle mort de l'IA. Repérer la propagande, c'est impossible pour de l'intelligence artificielle. Ouais. Et ça demande une analyse très fine qui exige l'humain. C'est aussi, je pense, pour ça d'ailleurs que nous, on a su se faire une place dans le monde du brand safety, qui à la base n'est pas notre travail, puisqu'on est une équipe de journalistes, on analyse la fiabilité des sites d'information, mais c'est parce que finalement, là où l'intelligence artificielle, sur laquelle reposent la plupart des outils de brand safety, est hyper efficace, repérer les contenus violents, les contenus pornographiques, etc., elle est beaucoup moins sur le sujet très spécifique de la mésinformation, de la désinformation, de la propagande, parce que les campagnes efficaces de désinformation, elles sont faites pour ressembler à de l'actualité classique. Et c'est pour ça que de nombreuses marques continuent à voir leur publicité apparaître sur des sites de désinformation, anti-vax, des sites relayant la propagande du Kremlin, et à les soutenir financièrement, ces sites, sans le vouloir. Et ça, j'ai vu que vraiment vous en parliez de plus en plus. C'est un angle assez intéressant, assez business au final, de se dire attention aux marques, voilà, vous financez, alors c'est fort comme claim, mais voilà, vous financez la mésinformation, la désinformation. Si vous faites pas attention,
par le biais de la programmatique, vous mettez des budgets, vous allez financer en fait soit des sites d'État, des Spoutnik ou des RT ou ceux que tu viens de dire qui sont encore plus grès, enfin plus dur à voir quoi. Donc et ça marche, les marques, ça les fait flipper un peu? Ben, je pense que les marques commencent à prendre conscience du problème. On a quand même trouvé des agences gouvernementales luttant contre la Covid-19 et des marques fabriquant des vaccins sur des sites diffusant de fausses informations sur le vaccin contre la Covid. Évidemment, c'était pas leur objectif de se retrouver là, et c'est complètement contre-productif pour elles. Nous, on avait sorti un rapport qui avait chiffré à 2,6 milliards de dollars par an le financement des sites d'Infox par la publicité programmatique. C'est une estimation parce que c'est mondial. C'est une estimation, donc c'est sans doute conservateur parce qu'on n'a pas toutes les données. Mais c'est bien la preuve que c'est un vrai problème, et effectivement, tu as raison de dire c'est un sujet auquel on accorde de plus en plus d'importance parce qu'on pense que c'est essentiel aujourd'hui. Il y a beaucoup de sites d'Infox qui existent par idéologie, qui ne disparaîtront pas si toute la publicité programmatique arrête d'aller financer ces sites problématiques. En revanche, il y a beaucoup de gens qui sont des colporteurs d'Infox parce que ça rapporte de l'argent, parce que ça fait du clic et que ça rapporte de la pub. Et donc, si oui, un vrai positionnement business. J'ai presque envie de dire, François, que j'aimerais bien savoir dans la tête de Adalbert la part entre l'opportunité business et le vrai complotisme. Ouais, c'est une question compliquée, je te demande pas d'y répondre, mais tu as raison. En tout cas, il y a des opportunités business, des gens qui se mettent dedans juste parce que ça rapporte. Directement, j'en parlais tout à l'heure avec la vitamine C, par exemple, mais il y a des sites, c'est surtout le cas aux États-Unis où c'est moins régulé. Il y a des sites qui le font clairement par business, puisque eux, ils vendent carrément des suppléments alimentaires, des choses sur lesquelles ils vont écrire des choses fausses pour vous convaincre d'aller les acheter. Donc, c'est effectivement un aspect qu'on trouve important à souligner, et aussi parce que, comme tu le disais, je pense qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas conscience du problème, se pensent protégés parce qu'ils ont des outils de brand safety qui les protègent très bien, comme je le disais, sur tout le reste, mais qui les protègent moins bien sur ce sujet-là. Et donc nous, on est là, évidemment pas pour aller remplacer les outils de brand safety qui font leur travail mieux que nous sur tous les autres sujets et qui sont des professionnels du secteur, mais pour aller apporter cette couche de protection supplémentaire où vraiment l'œil humain reste et restera indispensable. Et non, mais c'est hyper intéressant. Vous pourriez, vous existez un peu dans cet écosystème. Vous parlez à l'IAB, par exemple, parce que tu parles d'étiquette Nutri-Score, et j'aime bien l'analogie. C'est quelque chose qui marche bien, et quand c'est adopté par tout le monde et que ça devient un standard, c'est ce que vous voudriez, c'est vraiment devenir un standard et que les sites puissent mettre ça un peu en avant. Ouais, alors on travaille avec beaucoup, on travaille avec beaucoup d'acteurs. On a par exemple des partenariats avec les plus grosses agences, Publicis, IPG, Media Brands. On travaille en direct avec certaines marques, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement cette partie de notre business était encore petite il y a quelques années, et c'est une partie qui grossit énormément parce qu'il y a cette prise de conscience qui est très positive, je pense, dans le secteur. Et c'est d'ailleurs, je pense qu'il y a une qui touche le financement en plus. Et qui touche le financement. Il y a un truc un peu, voilà, on sait que si tu touches un peu au nerf de la guerre. Donc, exactement. Je trouve le point intéressant. Évidemment, c'est une start-up, vous n'êtes pas une association, etc. Mais je trouve qu'elle est touchée au financement des sites. Ça peut-être avoir plus d'impact parfois que l'éducation aux médias, etc. Et alors, ça ne remplace pas, et on va en parler après, mais je trouve ça assez intéressant. Et alors, une des autres, juste pour finir sur ce sujet-là, tu me demandais pourquoi est-ce que l'humain va rester important. Je pense qu'il est hyper important pour cette question d'efficacité, d'aller repérer vraiment. Il y a des choses qu'on peut juste pas repérer avec l'intelligence artificielle uniquement, mais il est aussi important en termes de pour s'assurer que le processus est juste, de justice pour les sites. Parce que finalement, on a beaucoup de concurrents dans le domaine qui vont faire des classements des sites, notamment dans le domaine de la brand safety, s'appuyant sur l'intelligence artificielle uniquement. Et du coup, c'est des classements qui sont assez opaques et dans lesquels les sites n'ont pas leur mot à dire. Nous, notre processus, et je sais que tu voulais qu'on en parle un petit peu après, donc on en parlera un peu après, mais dans notre processus, c'est un processus vraiment journalistique. On va aller interviewer les responsables des sites, on va leur dire sur quels critères on estime qu'ils
échoue, pourquoi, leur demander s'ils pensent qu'on s'est trompé. Et ça, c'est hyper important parce que quand on va aller toucher au nerf de la guerre, au financement des sites, il faut absolument s'assurer que ces sites, ils ont un droit de réponse. Ah oui, parce qu'une erreur dans un classement, voilà. tu te retrouves dans la mauvaise liste et t'as les médias qui en font derrière des papiers en disant et le pas nouveau que les classement, médias, machin. si ton partenaire publicitaire te ton partenaire démonétise publicitaire. parce que tu es dans une liste de 800 sites fournis par un algorithme d'intelligence artificielle, pour aller en sortir, c'est compliqué. Nous, Ouais, pour c'est une aller grosse en responsabilité. sortir, il suffit d'abord, en général, si vous vous retrouvez dans cette liste, vous le savez, parce qu'on on communique avec les responsables des sites, on leur envoie nos analyses initialement et puis dès qu'on les met à jour, donc ils savent leur score, etc. Et on leur donne l'occasion de s'améliorer. C'est-à-dire, s'ils nous disent, aidez-moi à m'améliorer, on leur dit comment ils peuvent passer tel ou tel score. On n'est pas dans une position d'adversaire. On est dans une position très transparente et notre objectif ultime, c'est vraiment d'améliorer l'écosystème informationnel de manière générale. Donc, pousser les sites à plus de crédibilité, plus de transparence, quel qu'il soit. D'accord. Alors, quels sont justement ces critères? Tu as commencé un peu à le dire, notamment sur la méthodologie. Mais donc, pour bien comprendre, vous avez 8000 et quelques sites que vous avez analysés. Donc, tous, vous les avez contactés. Alors, ils n'ont pas forcément tous répondu. Exactement, ouais. Mais vous les avez tous contactés en disant, ouais. On fait une analyse, voilà les rapports, les points d'amélioration. Est-ce que vous voulez nous répondre avant qu'on publie? En fait, on s'y prend vraiment comme une rédaction dont la seule spécialité, ce serait couvrir les médias et leurs pratiques journalistiques. Donc, quand on va, comme tout journaliste qui se respecte, quand on va écrire quelque chose de négatif sur quelqu'un, on va le contacter et lui demander un commentaire. Et on va essayer vraiment de le contacter, c'est-à-dire pas juste un email ou un coup de fil, mais 3 tentatives de contact, en s'assurant qu'on ait un email valable, etc. Ah oui, et donc, même ça, elle est décrite, cette procédure. C'est pas vous contenter d'envoyer un message via le formulaire de contact. alors parfois, il y a qu'un formulaire de contact, donc on est obligé de se contenter de ça et c'est pas satisfaisant. Mais on essaye vraiment de faire de notre mieux possible pour aller trouver un contact qui soit valable. Et on a pour règle dans notre procédure de faire 3 tentatives de contact pour chaque site. critère sur lequel un site va échouer. Après, c'est intéressant. Si quelqu'un ne te répond pas ou qu'il n'y a qu'un formulaire de contact, ça veut dire aussi quelque chose quelque part. Tu ne peux pas contacter le site. Tout à fait. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que comme maintenant, ça fait plusieurs années qu'on existe en France, on a été lancé en France 1 an après les États-Unis, donc en 2019, on avait pas mal de sites qui nous ont pas répondu pour la première itération de leur analyse et qui nous répondent maintenant. On en est à la deuxième vous étiez ou troisième nobody ou et puis maintenant ils se itération. disent putain, faut qu'on réponde quoi. Voilà. Et ce qui est bien, c'est que dans notre processus, ils ont l'opportunité de le faire puisqu'on va donc quand on écrit une analyse, on l'écrit, on la publie. C'est une enquête journalistique. On va passer au crible tous nos critères, voir sur lesquels on pense que le site échoue ou pas, faire une petite enquête sur l'actionnariat, à qui le site appartient, son histoire, etc. pour produire cette analyse très détaillée. Et on va contacter le site. Mais une fois qu'on va publier cette analyse, le processus, il s'arrête pas là. Tous les ans, on va mettre à jour toutes nos analyses pour s'assurer que le site, notre évaluation, elle est toujours valable. Il passe toujours sur tel critère, échoue toujours sur tel critère. Mais aussi, s'il y a eu un changement d'actionnariat, je ne sais pas si demain le Monde est racheté, évidemment, on va aller mettre à jour notre analyse du Monde. Donc, ça permet à chaque fois de donner une nouvelle opportunité au site de nous répondre. Si le site obtient un score de 100 sur 100, on va pas forcément le contacter pour lui poser une question, mais on va lui envoyer notre analyse. Donc, il sera quand même au courant de ce qui s'est passé, de ce qu'on vient de publier. Et juste, tu me demandais sur les critères, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé, mais on a des critères, 9 critères qui sont des critères vraiment très simples. On n'a pas inventé l'eau chaude. C'est vraiment la pratique de base du journalisme. Est-ce que le site publie de fausses informations de manière répétée? Est-ce qu'il corrige ses erreurs de manière transparente pour le lecteur? Est-ce qu'il vous dit à qui il appartient? Et des conflits d'intérêts potentiels. Très clairement, Le Figaro, est-ce qu'il vous dit qu'il appartient à la société Le Figaro, mais aussi qu'in fine, ça appartient au groupe industriel Marcel Dassault? Est-ce qu'il labellise les publicités de manière claire ou de manière volontairement peu claire pour le lecteur? Ce genre de choses. Donc, c'est vraiment des critères très basiques qui renvoient, parce que notre objectif, c'est pas de donner des bons points du journalisme, mais c'est vraiment de distinguer ceux qui tentent de faire du journalisme responsable et ceux qui n'ont pas cette intention. Oui, c'est important de le rappeler. L'idée, c'est pas effectivement de dire qui sont les bons, c'est plutôt de dire attention, ceux-là sont mauvais entre guillemets.
C'est de dire ceux-là ne respectent pas des principes de base du journalisme. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, c'est ce qui fait que chez nous, donc le score c'est sur 100. Il y a un nombre de points associés à chaque critère pondéré en fonction de leur importance. Et c'est pas les plus grands noms du journalisme qui obtiennent 100 sur 100. Il y a justement donc Actu.fr, groupe Publi Hebdo, qui depuis 2 ans a la meilleure note. C'est vrai que c'est étonnant parce que tu pourrais imaginer vous donner ça, je sais pas, des médias soit d'investigation et donc c'est Actu.fr. Tu saurais l'expliquer pourquoi? Alors, enfin, ou juste pas. C'est un des sites qui obtient 100 sur 100. Il y en a d'autres. Ouais. La raison pour laquelle. Alors il y a 20 minutes, pardon, RFI, France 24, France Inter, France Culture, donc quand même des médias public, hein. C'est intéressant de noter. La Nouvelle République, Télégramme, Paris Match, Numérama et Positiveur, pardon, ceux que vous publiez sur votre site. Ça, c'était la liste de 2021. Donc, on a publié une liste en 2022 aussi, qui est un petit peu différente, mais il y a encore Actu dedans et 20 minutes, par exemple. Mais ce qui est intéressant, c'est pas les seuls sites qui obtiennent 100 sur 100. Il y a à peu près 7% des sites dans notre base de données francophone qui obtiennent 100 sur 100, pardon. C'est pas beaucoup. Ça veut dire que c'est les sites qui sont à la fois très crédibles et très transparents. Donc, effectivement, il n'y a pas les plus grands noms du journalisme dans cette liste-là, forcément. Ça veut pas dire qu'ils sont moins crédibles, mais ça veut dire que peut-être ils sont moins transparents. Et c'est souvent le cas. C'est-à-dire, ils vont pas donner de moyens de contacter leurs journalistes ou alors pas bien labelliser les publicités. Ça arrive chez des très grands noms du journalisme. Et donc, avec ces listes de fin d'année, en fait, on a ceux qu'on a mis en exergue. Le coup de projecteur qu'on a fait, c'était les sites qui, à la fois, obtiennent 100 sur 100 et suscitent le plus d'engagement en ligne. Donc, l'engagement, c'est les partages, les likes, les commentaires, pour montrer que y a des sites qui font les choses très bien, c'est-à-dire ils sont crédibles, ils sont hyper transparents et que ça marche aussi. Parce qu'on a aussi une autre liste qui est les sources au plus bas score qui suscitent le plus d'engagement. Finalement, c'est une vision un peu sombre, donc on voulait toujours aussi apporter une vision un peu positive et montrer que être super transparent aujourd'hui, ça paye aussi. Clairement. Donc on a dans les mauvais, donc je sais pas, c'est la liste de 2021. Je sais pas, j'ai pas trouvé la liste de 2022. J'avais vu Actu puisqu'ils avaient communiqué dessus. Et voilà, du François, du Spoutnik. Alors je sais plus s'ils sont encore dans les radars maintenant qu'ils ont été. Spoutnik, ils sont plus dans la liste de 2022 parce qu'effectivement leur engagement a drastiquement baissé après le. Après, je peux les citer. Voilà, il y a du RT, TV Liberté, Le Courrier du Soir, Alnas, Les Moutons Rebelles, Braise Info, Planète 360, Le Libre Penseur. Même si c'est le classement 2021, j'ai du mal à croire qu'ils soient passés de l'autre côté de la force en 2022. Arrête-moi si je me trompe. Alors, les scores de la plupart de ces sites n'ont pas beaucoup bougé, même si parfois ça bouge un peu quand même. Mais par contre, ce qui peut avoir changé et ce qui explique que les listes soient pas les mêmes d'une année sur l'autre, c'est que on prend en compte l'engagement. Donc, les sites qui ont été le plus populaires. Donc, voilà, cette année, par exemple, les sites d'État russes qui ont été interdits dans l'Union européenne, forcément, leur engagement a beaucoup diminué. Un peu du bas. Écoute, très clair, et donc les critères en eux-mêmes, ils sont très transparents. Vous en parlez sur le site, sur le nombre de points. Tout est expliqué. Je vais pas peut-être rentrer dans le détail, mais tu l'as dit, c'est sur la publication, sur le fait de manière répétée, publier des informations erronées, recueillir, présenter l'information de manière responsable, corriger, clarifier régulièrement les erreurs, gérer de manière responsable la différence entre information et opinion. Ça, effectivement, c'est important. Ça, c'est important parce qu'il ne s'agit pas de faire la police du web et de dire on n'a pas le droit d'être d'extrême gauche, d'extrême droite, anti-Europe, centriste. On peut être un média d'opinion. On peut être un média d'opinion d'extrême droite et avoir un bon classement, un bon score, si on est très clair sur ce qu'on est. Le tout, c'est de ne pas tromper ses lecteurs. Ouais. Et donc, vous mettez aussi la publicité dedans. En tout cas, le fait d'identifier clairement la publicité, que si on a du brand content, ça vient un peu pénaliser. Alors le fait d'avoir on est au-delà de la désinformation, de la mésinformation là. Mais c'est important aussi parce que on est dans une de l'information qui peut être trompeuse. Si on fait passer, si un contenu qui est produit par une marque et donc qui va promouvoir un produit qui peut être un produit de bonne qualité ou de piètre qualité, que sais-je, mais qu'on va le présenter sur un site de qualité sans indiquer clairement que c'est du contenu publicitaire, ça peut amener
amener des consommateurs à aller acheter ce produit. Et si ce produit, en fait, est une arnaque, ça va être en partie la responsabilité du média qui aura présenté ce contenu comme ayant été fait par sa rédaction. Donc, c'est important pour le lecteur qu'il y ait une distinction très claire entre ce qui a été produit par la rédaction et ce qui relève du contenu payé sponsorisé. On a le droit de faire du brand content, il faut que les médias gagnent de l'argent, c'est pas la question, mais il s'agit de bien le labelliser. Par exemple, il y a beaucoup de médias aujourd'hui qui appellent ce brand content du contenu partenaire. Pour moi, c'est pas clair parce qu'un partenariat, ça peut être payé et ça peut être, il peut ne pas y avoir d'échange d'argent dans le cadre d'un partenariat. Typiquement, on a des partenariats avec des toujours bibliothèques. un terme un petit peu flou, tu vois, quand tu dis voilà, contenu en partenariat avec. Voilà, et je pense que pour nous c'est clair parce qu'on travaille dans cet écosystème. Mais je pense que pour la plupart des lecteurs ça ne l'est pas. Et jouer sur ce flou, ça peut être dangereux pour des consommateurs. Donc nous on estime que c'est un critère important. Et de plus en plus de sites d'ailleurs s'en rendent compte. Ce qui se passe souvent, c'est que les rédacteurs en chef, les responsables du site ne sont même pas au courant et n'ont même pas la main sur la façon dont c'est labellisé. Et quand on leur signale et qu'on discute avec eux, ils prennent les choses en main et pour eux c'est important, ils s'en rendent compte et ils veulent faire quelque chose. Ouais, ils sont déjà souvent pas très chauds pour faire de la pub, du brand content, etc. Si en plus c'est fait en utilisant les codes de leur contenu, voilà. En interne ça doit un petit peu râler. J'imagine bien. Si on prend un petit peu de recul, qu'on vient un peu sur les notions un peu de fausse information, est-ce que tu peux rappeler les grands principes sans entrer dans le détail sur comment se diffuse et grossit une fausse information, et peut-être en prenant l'exemple de l'Ukraine ou de la Covid qui a été c'est un énorme sujet autour des fausses informations. Ouais, alors je dirais qu'il y a pas de cheminement type pour une infox, et c'est souvent en fait assez difficile de savoir où une campagne de désinformation ou en tout cas où un mythe a émergé, qui a été vraiment le premier propagateur d'une infox. Ce travail-là, il est très complexe et parfois on n'y arrive pas. Ce qui est clair et ce qu'on a vu avec le Covid, mais ce qu'on voit encore avec l'Ukraine, on l'a vu aussi avec les contenus QAnon, c'est que quand une fausse information commence à se répandre, ça va très vite dans toutes les directions et dans toutes les langues. Et finalement, quel que soit le premier propagateur. Donc, je m'explique, ça peut être, par exemple, un très gros site d'infox américain, très lu, très partagé, qui partage une infox. Ça va se propager très vite. Mais si finalement, c'est un tout petit blog au trafic quasi inexistant, ça peut aller aussi vite. Du moment qu'à un moment donné dans la chaîne de transmission, il y a eu un colporteur d'infox assez populaire qui le reprenne, que ce soit un site internet, un compte Twitter, une chaîne sur Odyssée, une page Facebook, etc. Et quelle que soit la langue finalement, parce que ce qui est assez incroyable et qu'on voit encore et encore, c'est que les colporteurs d'infox, ils se lisent les uns les autres, ils se nourrissent les uns les autres, ils vont se traduire pour donner accès à leur communauté à des contenus qu'ils jugent intéressants. Il y a des sites francophones d'infox sur la santé qui n'ont pour unique raison d'être que de traduire des sites d'infox anglophones. C'est leur seul sujet, et parce que c'est donner accès à leurs lecteurs à ce contenu qu'ils jugent intéressant. Et donc, je peux te donner un exemple sur le Covid qui était vraiment intéressant et sur lequel quelqu'un dans notre équipe avait écrit un édito. Une infox assez connue qui était que le virus du Covid, en fait, avait été volé par des espions chinois dans un laboratoire de Winnipeg au Canada et qu'il l'avait rapporté en Chine à Wuhan où là il aurait fuité et commencé à infecter des gens. Cette infox, elle a été écrite pour la première fois début 2020 sur un site qui s'appelle Great Game India. C'est un tout petit blog indien qui avait vraiment très peu de trafic à l'époque. Il a publié cette infox et l'article a suscité assez peu d'engagement. Il n'a pas trop été repris, pas trop été partagé. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus tard dans la même journée, Zero Edge, qui est un site bien connu d'infox américain pour le coup, a repris l'info. Et là, la machine était en marche, était lancée. Et en quelques jours, l'info était partout, dans toutes les langues. Et c'est devenu un des mythes qui a été le plus répandu sur la pandémie. C'est fou, hein, ouais. Donc il faut vraiment, c'est cette notion un peu du colporteur, quoi, celui qui va donner, amplifier et donner. Je pense que ce que ça veut dire finalement, c'est que il faut pas penser qu'il y a de signal trop faible. Il faut pas penser qu'il y a des comptes qui sont trop petits, des plateformes trop insignifiantes pour s'y intéresser. Et je pense qu'on peut pas se permettre d'ignorer quoi que ce soit. Pour lutter efficacement contre les infox, il faut avoir un œil sur toutes les plateformes, dans toutes les langues, et connaître même les petits sites d'infox. En tout cas, pour moi, c'est la leçon que j'ai un peu tirée de ces 2 dernières crises. Et dans les 8000 sites, il y a des
très petit. Je saurais pas te dire, autant sur la France je vois un petit peu, mais oui, il y a des On a analysé des blogueurs ou enfin un peu établis. On a analysé Great Game India, par exemple, et on continue à mettre à jour cette analyse. En fait, ce qu'on fait, c'est que quand on se lance dans un pays, on analyse tous les sites dont les contenus représentent 95% de l'engagement en ligne, ce qui nous permet d'avoir une couverture assez large. Mais dès qu'il y a une crise informationnelle, on va aller analyser même des sites qui ont l'air de susciter aucun engagement, mais qui vont diffuser des infox sur le sujet. Donc typiquement, en 2020-2021, on a analysé énormément de sites sur la santé, même s'ils suscitaient aucun engagement. Des sites fiables comme des sites peu fiables d'ailleurs, parce qu'on pensait que c'était important pour nos utilisateurs. On a fait pareil depuis le début de la guerre en Ukraine. On a analysé plein de sites qui diffusent des infox sur le conflit, qui suscitent très peu d'engagement, mais parce qu'on sait que même si ils sont peu repris, en fait, ils nourrissent d'autres sites d'infox, ils nourrissent des comptes Twitter, et donc c'est important de les avoir mappés, cartographiés. Ouais, de les avoir dans votre radar, quoi. Ouais. Et pour moi, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu l'apanage des réseaux sociaux, la mésinformation. Donc là, tu dis ça peut être par d'autres médias, mais le rôle quand même des réseaux sociaux, il est énorme comme caisse de résonance. Ah oui, tout à fait. Effectivement, je pense que c'est pas l'apanage des réseaux sociaux, mais c'est plutôt une question d'échelle, d'accélération et de portée. C'est-à-dire que des personnes dont la parole aurait été reléguée aux confins du web il y a encore 20 ans, peuvent aujourd'hui atteindre le mainstream, entre guillemets, très facilement et très rapidement. Et c'est ça que les réseaux sociaux leur ont offert. Mais ils existaient déjà. On n'a pas créé un nouveau phénomène. Ouais. Et vous parlez justement aux plateformes. Alors j'ai vu qu'il y avait une étiquette spéciale pour les plateformes, parce que quelque part vous considérez que c'est pas elles qui sont responsables du contenu qui y est publié. Est-ce qu'il y a des initiatives? Comment elles voient un peu ce que vous faites? Les plateformes, on parle avec elles, on est tout à fait disposé à leur proposer nos données, justement, si elles veulent s'en servir pour aller modérer des contenus. Il y a certaines qui le font, plutôt des plus petites plateformes pour l'instant, et puis des plateformes qui se créent. Donc notamment, on travaille avec Niva et Bright, qui sont les nouvelles générations de réseaux sociaux, de moteurs de recherche qui se créent avec une volonté très forte de se prononcer sur ce sujet, de protéger les consommateurs. Donc ça, c'est super positif. Après, pour les grosses plateformes, on discute avec elles, notamment au niveau de l'Union européenne. On fait partie du code de conduite de la Commission contre la désinformation. Donc, on est signataire au même titre que des Meta, des Google, des Twitter, etc. Et donc, ça nous donne une possibilité de discuter avec ces plateformes-là et de les pousser à davantage de transparence. Ok, donc ouais, vous êtes quand même bien impliqué dans l'écosystème. Je reviens un peu sur ce côté un peu confiance des médias. Il y a il y a 15 jours sortait le baromètre, alors 15 jours au moment où on enregistre, mais début février sortait le baromètre Kantar Lacroix OnePoint. Et donc je recevais Jean-Christophe Ploquin, le rédacteur en chef, pour parler justement un peu de la confiance envers les médias, qui est assez basse. Tu dois le voir, tu dois voir ça un peu tous les jours. Est-ce que justement cette mésinformation, ça participe pas à l'érosion de cette confiance envers les médias? Je pense que c'est sûr, ça y participe, parce que ça dilue la parole, ça donne l'impression que finalement il y a autant de versions de la réalité que de médias. Il y a de plus en plus d'acteurs qui se présentent comme des médias traditionnels, dont l'objectif unique va être, qui se présentent plutôt comme des médias alternatifs, dont l'objectif ça va être de saper la confiance dans les médias, d'aller dire les médias vous disent des choses fausses. Donc tout ça prend. Ce qui est intéressant quand même dans ce baromètre dont tu parles, c'est que finalement il a montré qu'il y avait un petit regain de confiance dans les médias, ce qui moi m'a un peu étonnée, honnêtement, mais en même temps, comme toujours, une fatigue informationnelle et une confiance qui reste quand même très faible en France. Le Covid, ça a beaucoup contribué. Je pense que la crise du Covid, le fait que ce qui se passe dans une crise comme celle-là, qui est en développement, c'est que la science se construisait en temps réel. Donc forcément, il y avait des études qui sortaient, qui pouvaient être c'est contradictoires. Voilà. Et les médias, ils faisaient ce qu'ils pouvaient pour essayer de suivre ces développements-là. Donc ça donnait parfois une impression de chaos qui a contribué à la défiance dans les médias. Mais je pense que ce qui est important, du coup, c'est de ne pas prendre de haut
ceux qui diffusent de fausses informations, d'aller à leur rencontre et d'essayer de les comprendre. Dire ils ont tort, point final, ça va pas aider à regagner cette confiance, je pense. Julien Pain chez France Info, par exemple, il fait ça assez bien, je trouve. Il va vraiment sur le terrain discuter avec dans les manifs anti-vax, dans les... il s'en prend plein la gueule. Hein. Ouais, mais au moins, il prend pas les gens de haut. Et ça, je pense que c'est important. Une espèce d'humilité, effectivement. Parce qu'effectivement, il faut comprendre et il faut essayer de regagner cette confiance. Et c'est pas en prenant les gens de haut qu'on pourra la regagner. Non. Et qu'est-ce que peuvent faire les médias, donc toi qui es journaliste, ancienne journaliste, en tout cas, enfin tu continues de faire ce travail, tu le disais d'ailleurs. Toujours journaliste. Tu es toujours journaliste. Oui. Est-ce qu'au-delà du simple fact-checking, qu'est-ce que peuvent faire les médias pour mieux lutter contre ça, gagner un peu la confiance? Ouais, je pense que justement, il faut pas voir le fact-checking comme l'alpha et l'oméga de notre réponse à la désinformation, à la mésinformation et à la crise de confiance dans les médias. D'ailleurs, tu parlais de la Croix. La Croix, c'est un exemple intéressant parce que c'est une espèce rare dans le journalisme aujourd'hui. Ils n'ont pas de service de fact-checking. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fact-checking, c'est la base du métier de journalisme. On vérifie nos sources, on vérifie nos informations. Donc, quand tu fais du journalisme, tu fais du fact-checking en fait. Et c'est un peu la raison pour laquelle la Croix a résisté à cette tendance, je pense, et n'a pas créé de service dédié. C'est pas à dire qu'il faut pas de fact-checkers, c'est très bien qu'il y ait des fact-checkers, mais je pense pas que chaque rédaction de France ait besoin d'un service de fact-checking. Je pense que ce dont on a besoin, c'est renforcer les procédures de vérification de l'information en interne sur toute la production éditoriale et renforcer la transparence. Si on se méfie de nous, si on a moins confiance dans les médias, il faut aller regagner cette confiance. Donc, il faut montrer qu'on n'a rien à cacher, faire davantage de making-of, raconter la fabrique de l'information, peut-être donner les contacts des journalistes. Pourquoi pas, comme l'ont fait certains journaux locaux pendant la pandémie, aller faire des conférences de rédaction au cœur de la ville, dans des cafés avec des lecteurs pour leur montrer comment ça se passe. Je pense que ça, davantage que des fact-checks, ça aidera à rétablir cette confiance. Ouais, et t'as des exemples de médias qui ont fait ça bien et qui continuent peut-être de le faire même post-crise sanitaire, etc. Il y a des médias qui ont des bonnes pratiques qui sont un peu inspirantes, France ou étrangers? Ouais, alors il y a des médias locaux qui ont fait ça pendant la pandémie. Je sais pas si ça continue de mettre en place ces conférences de rédaction une fois par mois dans un café au cœur de la cité, au sens la ville, quoi, là où vivent les gens. Ça, je pense que c'est super. En termes de transparence, Le Monde a créé toute une rubrique qui s'appelle Le Monde et vous, où on trouve la charte de correction, la charte publicitaire, un article qui explique comment le monde couvre la guerre en Ukraine, un article sur l'histoire du monde, un article qui détaille son actionnariat. Ça, c'est hyper positif. C'est assez nouveau que les médias français fassent ça et je pense que c'est très bien. Le New York Times aux États-Unis fait ça depuis de nombreuses années. Ça, je pense que expliquer la fabrique de l'information, c'est essentiel. Sur le fact-checking en lui-même, je trouve que des formats comme Check News de Libération sont assez intéressants parce qu'au lieu d'avoir... C'est celui que j'ai cité il n'y a pas longtemps. Je trouve que c'est un des rares qui bien fait, enfin en tout cas qui est assez intéressant. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, au lieu d'aller faire du fact-checking traditionnel où c'est le journaliste qui dit quelle question est importante et qui y répond, ce que souvent les lecteurs nous reprochent en fait, c'est d'être un peu le maître. Top down quoi. Voilà. Là, on va répondre aux questions que se posent les lecteurs. Et c'est pas forcément d'ailleurs du fact-checking traditionnel. C'est plutôt un tel a dit ça, un homme politique. Quelle est la réalité de ce champ d'information? C'est un petit peu un pas de côté, mais c'est les questions que se posent les lecteurs. Et ça, je pense que c'est recréer du lien et de la confiance. C'est une sorte de journalisme à la demande en fait. Et je pense que ça a une longue vie devant soi et qu'on peut trouver de nouveaux formats dans ce genre et c'est assez intéressant. Et qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, tu vois, j'ai des potes qui croient assez peu dans les médias mainstream, enfin bref, c'est une partie de mes potes. Mes potes sont pas comme ça, mais par exemple, quand on leur dit le fact-checking, les décodeurs disent oui, mais en fait c'est fait par les mecs du Monde, c'est pas crédible, etc. Est-ce que toi tu penses que, comme tu l'avais l'air un peu d'esquisser, c'est pas forcément aux médias de faire ce travail-là, si ce n'est de le faire pour eux en interne lors de leur travail un peu de journaliste de base, mais c'est pas à eux de le faire?
Je pense que le fact-checking, il est utile parce que c'est important. C'est nous, par exemple, on se sert du fact-checking beaucoup dans notre travail pour aller déterminer qu'un site publie fréquemment de fausses informations. On va faire notre propre fact-checking, mais on va aussi se servir des fact-checks écrits par d'autres acteurs. Donc, il est utile, il continuera. Mais effectivement, un des problèmes du fact-checking, c'est que on peut pas tout fact-checker. Il y a tellement de fausses informations aujourd'hui qu'on peut pas tout fact-checker. Il y a une sélection qui est faite par les journalistes. Donc d'abord, c'est les fausses infos qui vont leur remonter. Donc ils vont rater toutes celles qui vont circuler sur le WhatsApp de votre grand-mère et votre cousine. Donc finalement, est-ce qu'ils vont fact-checker les plus importantes? Pas nécessairement. Et puis souvent, les fact-checks vont pas arriver à la cible qui a été touchée par la fausse information, ou en tout cas leur arriver et les renforcer dans leur idée parce qu'ils vont dire vous voyez, le monde dit que c'est vrai, donc que c'est faux, donc ça prouve que c'est vrai, puisqu'il y a un problème de confiance dans les médias. Exactement. Donc ça veut pas dire qu'il faut plus faire de fact-checking, mais je pense qu'effectivement il faut se rendre compte que ça ne peut pas être notre seule réponse à cette crise, et que finalement le meilleur antidote contre la désinformation et la mésinformation sur le long cours, ce sera du journalisme de qualité, où on a investi dans le fact-checking, mais encore une fois dans le processus éditorial, donc c'est-à-dire faire des enquêtes, faire des articles sur ce qui se passe, s'intéresser aussi à ce que les gens ont envie de lire, parce que dans ce baromètre Lacroix, encore une fois, les gens se plaignaient que les médias écrivaient toujours la même chose, tous la même chose. Toujours sur le même sujet, exactement. Donc faut se remettre en question aussi. Et puis créer des marques de médias en lesquelles les gens peuvent avoir confiance. Donc nous, notre raison d'être aussi, en faisant ces évaluations et ces scores, c'est pousser les médias de qualité à être encore plus transparents et crédibles, et donner un gage de confiance pour les lecteurs. C'est-à-dire que nous, on est un acteur externe, on n'est pas un média, on est une entité tierce qui va aller avec un processus ultra transparent vous dire si ce média il est digne de confiance ou pas. Après, libre à vous de nous écouter ou non, et on vous empêche pas d'aller lire les articles d'un site qu'on a mal évalué. En revanche, on est hyper clair sur ce qui nous a mené à cette conclusion. Vous avez plein d'informations, et donc ça va vous permettre de renforcer vos idées. Et d'ailleurs, on a beaucoup de médias qui ont un très bon score chez nous, qui vont s'en servir comme un élément de marketing, pour aller dire à leurs lecteurs, vous pouvez nous faire confiance. Le The Economist, par exemple, a mis son score NewsGuard sur sa page d'abonnement. Je pense que c'est positif, et il faut plus de démarches dans ce sens-là, c'est-à-dire au début, il y a des journalistes qui étaient réticents à ce processus, parce que accepter de se faire noter, c'est un peu déplaisant. On n'aime pas ça, se faire noter, avoir quelqu'un qui va regarder notre travail. Fouine et qui regarde si on a bien fait notre travail, quoi. Donc on avait des journalistes qui étaient assez réticents, et je trouve que cette réticence, elle diminue, et je trouve ça très positif, parce que d'abord on explique aux journalistes qu'on n'est pas leurs ennemis. Moi, je suis journaliste comme eux. Mon objectif, c'est aider à ce que l'écosystème informationnel soit plus sain, et à ce que les gens aient plus confiance dans les médias. Et donc je pense que accepter ce genre d'initiative, et il faudrait qu'il y en ait d'autres qui rétablissent la confiance dans les médias, c'est important aujourd'hui pour notre industrie. Clairement. Une autre façon peut-être aussi d'aider cet écosystème, je voulais te faire parler un petit peu d'éducation aux médias. Est-ce qu'il y a on en parle un peu, mais je trouve pas assez, peut-être en France, comment à titre collectif, voilà, on peut justement arrêter ces super colporteurs d'infox, et comment on peut éduquer les jeunes et moins jeunes peut-être. Tu parlais de ma tante sur WhatsApp qui partage des trucs en pensant que c'est vrai, et ça en fait ça arrive aussi à mes parents, tu vois. Ça arrive à tous, hein. Ça nous arrive à nous aussi, hein. Ouais, et alors moi je me dis non, mais comment il peut tomber là-dedans, et en fait il pense, voilà, et ça a l'air d'être vrai. Bref, qu'est-ce qu'on peut faire comme éducation aux médias? Je pense qu'il faut d'abord en faire une vraie cause nationale, c'est-à-dire c'est une priorité. Si le Covid ne l'a pas prouvé, si la guerre en Ukraine ne le prouve pas, je ne sais pas ce qui le prouvera. Si l'attaque du Capitole aux États-Unis, enfin voilà, lutter contre les infox, c'est une priorité démocratique, sanitaire, etc. Donc ça doit être une priorité politique. Et il y a plein d'endroits où il faut le faire. Je pense que l'école, c'est important. En France, on en fait pas mal à l'école, mais on peut en faire plus. On peut prendre exemple, par exemple, sur les pays nordiques, où l'éducation aux médias, elle est intégrée dans tout le curriculum à tous les âges, dans toutes les matières. Et c'est un des pays qui résiste une des régions qui résiste le mieux à la désinformation. J'étais en Finlande en novembre pour une rencontre avec des journalistes justement sur ce sujet.
Et j'étais assez frappée, effectivement, de voir à quel point ça fait juste partie de l'éducation. C'est pas quelque chose qui a été ajouté au curriculum. C'est pas une question de langue, pardon, juste le petit aparté, mais évidemment, quand tu es sur une langue très peu utilisée dans le monde, forcément, c'est peut-être plus facile quelque part de pas voir toute la production d'un Fox qui est à 80% Je pense pas, parce qu'en l'occurrence, les Finlandais, ils parlent hyper bien anglais. Il y en a beaucoup qui sont bilingues, qui parlent suédois aussi. Historiquement, ils apprennent l'anglais. Mais c'est plutôt que apprendre la résistance et la résilience à la mésinformation. C'est quelque chose qu'on leur inculque depuis tout petit. Je pense que c'est en partie lié à leur situation géographique. Ils partagent une frontière avec la Russie, et la propagande russe et la pénétration de la propagande russe dans leur pays, c'est quelque chose qui les inquiète depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu 2022 pour s'en inquiéter. Et donc ça, c'est peut-être quelque chose qui historiquement explique ça en Finlande. Mais voilà, il y a des moyens très petits de faire de l'éducation aux médias déjà. Moi, j'ai fait une intervention dans la classe de mon fils de 7 ans, il y a 2 jours. Et je leur ai montré, on a fait des mimes et on a montré comment un mime, en passant d'une personne à une autre, à chaque enfant de la classe, à l'arrivée, il avait rien à voir avec ce que moi j'avais mimé au début, à quel point l'information, elle se déforme. Il y a plein de petits moyens comme ça, il faut juste y réfléchir, les trouver. Je leur ai montré il y a une université au Canada qui a fait un super site où tu peux fabriquer ton animal imaginaire avec une tête de zèbre et des pattes de lion, et après tu peux le mettre dans un environnement, faire une photo super réaliste et montrer à quel point tu peux créer une fausse image, ça a l'air vrai, mais c'est toi qui l'as créé en 2 minutes. Je pense qu'il y a d'autres choses à développer à l'école, mais ce qui est important aussi, et je pense que ça, c'est quelque chose auquel on pense pas assez, c'est qu'il faut pas se concentrer que sur l'école, parce que on parlait de nos tantes, nos grands-mères, nos cousines, c'est aussi les personnes de nos âges ou plus âgées qui diffusent de fausses informations. C'est pour ça que nous, par exemple, dans le cadre de notre programme d'éducation aux médias, on se concentre sur les bibliothèques publiques. On donne accès gratuitement à toutes les bibliothèques publiques qu'ils souhaitent. On travaille avec 800 bibliothèques dans le monde aujourd'hui, à notre extension de navigateur sur les ordi qui sont mis à disposition du public. Les bibliothèques, c'est un lieu qui est fréquenté par des personnes de tous âges. Mais pas de tout milieu. Pas de tout milieu, non, c'est vrai. On n'atteint pas tout le monde dans les bibliothèques publiques. Ce qui est difficile, c'est que c'est plus difficile, évidemment, d'atteindre les personnes plus âgées qu'à l'école. Tous les enfants vont à l'école, c'est un endroit assez facile. Mais il faut se poser la question, il y a peut-être d'autres endroits, justement. Tu as raison, la bibliothèque, elle atteint, tout le monde ne va pas dans des bibliothèques. Donc, comment on peut atteindre les personnes âgées ou moins âgées, mais pas des ados, pas des jeunes. Ouais, plus qui sont plus à l'école. Est-ce que c'est un rôle des plateformes, tu vois? Est-ce que c'est WhatsApp? Est-ce que c'est je pense que les plateformes aussi doivent évidemment faire plus pour lutter contre la désinformation, mais il y a aussi à faire de l'éducation aux médias dans des lieux de vie. Nous, par exemple, là, on vient de lancer un programme au Royaume-Uni où on va en fait travailler avec des associations qui travaillent avec les personnes âgées et donc on va les aider à faire de l'éducation aux médias. À analyser les sources. Et ça, je pense que voilà, il faut réfléchir à où est-ce qu'on peut faire ça, comment, mais pas juste réfléchir aux jeunes enfants, effectivement, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites en fait pour les jeunes et qui sont très bien. Et il y a plein de choses à créer. Enfin, sur l'éducation aux médias, il y a plein d'initiatives. Il y a de la matière, c'est clair. Le dernier point que je voulais aborder avec toi, Chine, c'était sur l'IA. Donc dans votre dernière newsletter en janvier, donc c'est un peu sans appel, je vous cite, dans 80% des cas, vous avez fait un test en fait, vous avez fait des prompts pour demander à ChatGPT de générer des articles, et dans 80% des cas, le robot a relayé en tout cas généré des affirmations fausses et trompeuses lorsque vous lui avez posé des questions orientées sur des sujets d'actualité importants comme le Covid-19, l'Ukraine, les fusillades dans des écoles, etc. Ça, c'est assez fou. Alors, on en parle parce qu'évidemment, ChatGPT a fait un peu le buzz, on va dire. On en a beaucoup parlé. Ça vous inquiète?
Bah, c'est très inquiétant, effectivement. L'objectif de ce rapport, c'était pas de dire ChatGPT est un C'est monstre. pas bien. Comme toute Ouais. technologie, ça a des utilisations positives et négatives. Et c'est à nous de s'assurer qu'on peut nuancer les potentiels, enfin, en tout cas, nous protéger contre les éventuelles utilisations négatives. Mais ce qu'on voulait montrer, c'est que des acteurs, des colporteurs d'infox peuvent en 2 secondes produire des articles hyper éloquents, hyper étayés. L'IA citer des sources qui n'existent pas, qu'on a inventé de nouvelles sources et de nouvelles études. Ouais. Donc ça, c'est un multiplicateur de force pour potentiellement de la propagande, des fausses informations. Donc c'est hyper inquiétant. Pointer aux États-Unis a aussi créé un faux journal de toutes pièces avec non seulement les contenus, mais aussi le rédacteur en chef, sa biographie, une fausse photo créée par de l'intelligence artificielle, des articles sur des commerces locaux qui n'existent pas. Ça, évidemment, c'est hyper inquiétant parce que ça veut dire que dans le monde de demain, et demain c'est bientôt, il y aura une très forte possibilité que des gens doutent de tout en permanence et ne croient plus rien. Oui. Donc on en revient à la question de la confiance. Je pense qu'il faudra forcément des réponses technologiques à ça. Par exemple, ChatGPT, il y a déjà des associations qui ont créé des logiciels qui permettent de repérer les contenus générés par l'IA. Donc il va falloir des réponses technologiques forcément. Mais il faudra aussi redoubler d'efforts en matière d'éducation aux médias, créer des marques journalistiques très fortes qui bénéficient d'une forte confiance pour que on soit capable de discuter encore demain et faire société. Parce que si on a tous l'impression qu'il y a 4 réalités parallèles, c'est très inquiétant, effectivement, Ouais, pour nos c'est vrai que démocraties. ce que tu dis, c'est vrai que c'est terrible. C'est demain, on ne doutera plus uniquement d'un contenu, mais de tout un média, de tout ce qu'on nous raconte. Hein. J'avais vu cet article du New York Times où ils ont créé des faux présentateurs par l'IA. Et donc, voilà, avec un faux contenu, faux présentateur, fausse vidéo, tout a l'air absolument crédible. Ça va être dur de protéger, enfin, de nos sociétés, etc. Et donc, de ne pas engendrer cette méfiance, y compris entre ce qui existe, etc. Je sens Voilà, qu'il parce que va y avoir des vrais gros défis. Hein. le doute, c'est positif, mais il faut un doute mesuré, parce que si on doute de tout en permanence, on peut plus avoir de débat, de discussion. Donc, je pense que des marques médiatiques fortes en qui les gens ont confiance, ce sera essentiel à la résilience de nos sociétés et de l'éducation aux médias forte qui donne des réflexes aux gens pour repérer Ouais. des choses fausses. Ce sera hyper important aussi. Et encore plus avec un seal of approval NewsGuard. Mais il faut qu'il y ait d'autres initiatives comme la nôtre. On n'a pas vocation à avoir le monopole. Il y en a d'autres que tu peux citer qui existent, qui sont en train d'émerger, qui sont intéressantes, ou dans d'autres pays, peut-être avec d'autres visions? Pas ce qui fait exactement ce qu'on fait, c'est une approche journalistique pour évaluer les médias, pas vraiment. Reporters sans frontières a une initiative qui est un peu différente de la nôtre, mais le Journalism Trust Initiative, où ils vont essayer effectivement aussi de classifier les médias, mais c'est sur la base du volontariat, et les médias vont eux-mêmes rentrer les informations qui vont ensuite être auditées. Donc c'est un processus un peu différent, mais l'objectif est le même. Ok, écoute, très clair, je mettrai aussi un lien vers tout ça. On a fait le tour des sujets. Est-ce qu'il y a une question que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou un point que tu aurais aimé aborder? Je crois qu'on a vraiment fait bien le tour du sujet. Merci pour cette Écoute, je t'en prie. Et la toute dernière question, c'est: est-ce que tu as un truc cool à nous partager, quelque chose que tu as pu voir, une expo, un film, un livre, si possible sans rapport avec les médias, histoire vraiment de changer totalement de champ, quelque chose que tu as envie de mettre en avant? Alors, je vous recommande un livre que je viens de terminer et qui a été écrit par une amie à moi qui s'appelle Le Crépuscule des licornes. C'est son premier roman chez Grasset. Ça a un petit peu rapport au sens où ça parle de la technologie qui avance, qui nous écrase et qui peut nous faire peur, qui peut être dystopique. Ça se passe à New York et en l'occurrence, on voit le monde des licornes technologiques et des implants cérébraux pour partager ses pensées. C'est assez effrayant, c'est écrit comme une satire, c'est drôle et cynique. C'est un super roman.
Et ben, je mettrai un lien donc vers ce premier roman, Le Crépuscule des licornes. Donc les licornes dans le sens des startups, hein, pas de Exactement. cet animal de l'imaginaire. Merci Chine pour ce temps. Voilà, et puis donc tout ce que tu as pu nous dire sur NewsGuard, c'était un vrai plaisir de partager avec toi. On suivra ça. On peut te contacter tu réponds sur quoi? Sur Twitter, sur LinkedIn, si des médias ont des questions, veulent en savoir plus sur Twitter, NewsGuard. LinkedIn, ça marche. Twitter, c'est @leparisdechine. Sur LinkedIn, Chine Labbé. Et mon email est aussi disponible, mon email NewsGuard, sur le site de NewsGuard. Et je suis ravie de recevoir des emails de tout le monde et d'y répondre si je peux. Exactement, pour porter la bonne parole. Merci beaucoup, Chine. Merci à toi. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.